Bonjour à tous et à toutes, je suis L'Œil de Chéri, je suis rédacteur en chef adjoint d'un magazine qui s'appelle Métal Hurlant, je suis aussi podcasteur, j'anime le podcast C'est plus que de la SF, je suis scénariste de bande dessinée, j'ai scénarisé Vertigéo chez Casterman et j'ai dirigé un ouvrage sur Dune qui s'appelle Tout sur Dune. En gros, je suis spécialiste de science-fiction et j'ai été invité par la médiathèque Jacques Prévert au Claye-sous-Bois pour faire un peu la visite de cette médiathèque et surtout de vous parler de mes coups de cœur en fantasy, en science-fiction et en bande dessinée. C'est parti, on fait le tour. Déjà, on commence avec la meilleure des références, la référence à Shining, chef-d'œuvre de Stephen King et surtout chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Immense film de genre, immense film d'horreur. Et j'aime beaucoup la petite touche d'humour de l'équipe de la médiathèque qui a décidé de dire aux gens de fermer la porte. Alors on ne le sait pas forcément, mais moi j'ai été médiathécaire. C'est un métier que j'ai fait quand j'étais étudiant, c'était mon boulot étudiant. Et du coup j'ai pas mal d'amour pour le monde de la médiathèque, pour les médiathécaires parce que j'ai fait ce boulot-là. Et j'ai été c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite en fait de pouvoir faire cette vidéo parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Surtout que la médiathèque ici, elle est juste trop belle. Et je pense que ça m'aurait bien plu de bosser là en tant qu'étudiant dans cette médiathèque. On va commencer par faire le tour et dénicher un peu les livres que j'ai sélectionnés. Alors on va commencer avec un classique de chez du classique, Légende de David Gemmell aux éditions Brajlon. Alors je pense que cette couverture, il y en a pas mal qui doivent s'en souvenir. Souvenez-vous, on est au début des années 2000. C'est le moment où la fantasy devient à la mode. Il y a eu Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux arrive, et donc les éditions Brajlon vont lancer Légende de David Gemmell. C'est de la fantasy épique, de la fantasy un peu héroïque, beaucoup de batailles, beaucoup de violence. Déjà, bon, la couverture était dingue et c'est ça qui je me rappelle encore à la Fnac La Défense quand j'ai vu cette couverture et je me suis dit je veux absolument lire ce bouquin. Très inspiré évidemment par une bataille qui est celle du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai découvert Légende, j'ai découvert David Gemmell, j'ai lu quasiment, je pense, après tous les bouquins de Gemmell qui sortaient. C'était une fantasy où on ne s'ennuyait pas. Il y avait un personnage assez charismatique qui s'appelle Druss la Légende, qui est un guerrier qui se bat avec une immense hache. Et c'était assez dingue. Moi, c'est vraiment des grandes expériences de lecture. À ce moment-là, je devais avoir 12-13 ans. Pas sûr que je les relirais maintenant. Il faut jamais trop relire ces anciens bouquins quand tu étais enfant parce que souvent tu es un peu déçu quand tu les relis plus grand. Mais par contre, j'en garde des séquences épiques vraiment intenses. Donc si vous voulez découvrir de la fantasy ou si vous voulez même proposer à un ado de lire de la fantasy, Légende, c'est vraiment de la bonne cam. Alors là, il y a j'observe déjà plusieurs coups de cœur. On va commencer avec Les Furtifs. Alors, Les Furtifs d'Alain Damasio, c'est un roman qui est hyper important pour moi. C'est un roman, déjà parce que, en fait, pour plusieurs raisons. Pour commencer, à ce moment-là, moi j'étais journaliste au magazine Le Point. Je m'étais spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. Donc en gros, j'écrivais des articles sur la fantasy, sur la science-fiction, et arrive le pavé d'Alain Damasio, Les Furtifs. À ce moment-là, Alain Damasio, il n'avait pas écrit de roman depuis La Horde du Contrevent, donc ça faisait 15 ans qu'on l'attendait. Et en fait, ce roman, c'est un peu une révolution puisque ça a été un immense succès. Il y a eu plus de 120 000 exemplaires vendus. Rarement un bouquin de science-fiction a autant été médiatisé. Ça a été quelque chose d'assez énorme. Moi, à ce moment-là, Alain, j'ai dû l'interviewer une dizaine de fois, donc je connaissais vraiment bien son travail. Et Les Furtifs, ouais, moi j'ai fait un article à ce moment-là dans Le Point où j'avais vraiment loué ce roman que je trouvais assez génial. Et je pense que ce roman est hyper important parce que il va renouveler une science-fiction à la française. En gros, il y a eu les années 90 qui ont été dominées par Pierre Bordage, un immense auteur de science-fiction. Et maintenant, c'est un peu Alain Damasio qui est un peu le grand maître de la science-fiction française. Et ce roman-là, il est important parce qu'en fait, quand j'ai écrit ma critique pour Le Point, j'ai dit que c'était plus que de la SF. Ça avait fait un petit tollé dans le milieu du fandom parce que c'était pas que de la science-fiction, c'était plus que de la science-fiction. Et du coup, j'ai gardé ce mot-là, en tout cas cette expression, c'est plus que de la SF pour mon podcast. Donc c'est pour ça que Les Furtifs, c'est un roman que je recommande pour les gens qui lisent pas beaucoup de science-fiction.
Les 200 premières pages sont totalement dingues. D'ailleurs, je sais qu'Alain les a réécrits 5-6 fois. Ça a été un gros pavé. Et vraiment, c'est un livre que j'aime parce que ça m'a permis aussi de grandir et d'évoluer dans le monde de la science-fiction française. On continue, alors pareil, hein, là je suis dans les classiques de chez les classiques, je pense que beaucoup de gens ont lu 13, Le jour du soleil noir, premier album d'une saga culte scénarisé par Jean Van Damme, je pense que le meilleur scénariste de bande dessinée des années 80-90, un scénariste qui a aussi fait Torgal et qui a aussi fait Largo Winch, et dessiné par William Vance. C'est assez dingue. Alors moi j'ai choisi 13, déjà c'est les 40 ans, et surtout parce que quand je me suis mis à faire de la bande dessinée pour Casterman, du coup on va dire que l'œil doit changer entre guillemets puisque vous commencez à faire du découpage, donc il faut avoir une espèce de vision de comment vous allez raconter votre histoire. C'est un peu comme un storyboard, hein, vous découpez des plans et en fait William Vance, son découpage il est totalement dingue. Je les ai relus il n'y a pas très longtemps, j'ai tout relu et j'ai été hyper marqué par sa capacité à découper très bien un album. Ça ne vieillit pas, c'est toujours aussi efficace et c'est la preuve que ça a été que c'est aussi une bonne BD. C'est une BD où tu peux toujours continuer à la lire 40 ans après. Alors évidemment les dessins ont un peu changé, mais par contre la façon de raconter l'histoire, j'ai toujours été hyper marqué par ce découpage et cette efficacité narrative qui continue à bien fonctionner. C'est pour ça que j'ai voulu choisir 13. On continue dans l'espace, puisqu'on est dans l'espace BD, on continue avec deux albums qui ont été aussi également importants pour différentes raisons. The Walking Dead, je ne sais pas si j'ai encore besoin de présenter cette série. C'est une des séries qui a permis aussi aux comics de se développer en France, puisque avec Marvel, avec Batman, The Walking Dead a surtout été une des premières grosses ventes de comics en France. C'est une série culte évidemment. Moi ce que je trouve dingue dans le scénario de Kirkman, autre que les dessins de Charlie Adler qui sont incroyables, c'est vraiment la construction des personnages. Voilà, c'est une BD qui est fascinante sur ça. Vous allez suivre plusieurs personnages donc dans un monde post-apocalyptique avec des zombies et vous allez suivre sur une trentaine de tomes un héros, Rick Grimes, et vraiment pour moi c'est un modèle de genre dans l'écriture de personnages, surtout qu'au début vous avez un héros qui est un policier assez classique, assez lambda entre guillemets, et au fur et à mesure il va devenir monstrueux, et ça c'est assez intéressant parce que dans tous les films de zombies, hein, les Romero notamment, il y a toujours la question de savoir si finalement les zombies sont pas moins violents que les hommes. Et il y a tout un sujet autour de ça, puisque dans The Walking Dead, on voit que les humains sont pires que les zombies à un certain degré. Et vraiment, c'est une série moi qui m'a beaucoup impressionné pour l'écriture et l'évolution de ces personnages, malgré une fin qui est un peu frustrante, mais c'est toujours hyper dur de finir une bonne série. Mais ouais, moi c'est pareil, ça fait partie de mes inspirations dans l'écriture, plus pour avoir des personnages profonds. On continue sur les inspirations. Alors là, c'est Terminus. C'est finalement pas le transpersonnage, mais c'est dans la même ligne que le transpersonnage. Le transpersonnage, donc, c'est une série hyper importante, notamment dessinée par Jean-Marc Rochette et scénarisée par Loeb. C'est une série importante parce que c'est une BD qui a été adaptée au cinéma, notamment par Bong Joon-ho, donc celui qui a eu les Oscars pour Parasite. Et le transpersonnage, c'est une BD assez géniale d'un train, donc l'humanité a été annihilée, le reste de l'humanité dans un train qui parcourt le monde, et il y a des classes sociales et c'est la guerre des classes à travers ce train. Et moi j'ai été hyper influencé par le transpersonnage, par cette BD, notamment quand j'ai scénarisé Vertigo, ma propre BD que je vous présenterai tout à l'heure. Et c'est pour ça que je voulais que le transpersonnage soit dans cette sélection, parce que voilà, c'est important. La Terminus, c'était en fait un préquel au transpersonnage, si je ne me trompe pas. Mais moi je recommande, hein, c'est vraiment une BD assez dingue. Et puis évidemment le travail de Rochette sur le dessin est toujours aussi fort. Autre classique, je vais ranger tranquillement Terminus. Autre classique, les Mystères de l'Incal. Alors c'est plutôt l'Incal, il n'y avait que les Mystères de l'Incal et pas forcément l'Incal. L'Incal, moi je considère ça comme la plus grande BD de science-fiction de tous les temps, dessinée par Moebius alias Jean Giraud, le créateur de Blueberry, scénarisé par Alejandro Jodorowsky. L'Incal c'est totalement dingue. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, moi donc Jodo et Moebius ont essayé de faire un Dune. Il y a d'ailleurs eu un super documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune, et le film ne se fait pas.
Je vous invite à voir le documentaire où vous pouvez voir les super planches de storyboard de Moebius. Et ce qui va se passer, c'est que les deux vont faire de la bande dessinée et vont faire l'Incal. Alors l'Incal, il y a évidemment des influences, hein, beaucoup de Dune et de son univers, mais on va suivre l'histoire d'un anti-héros qui s'appelle John D. Fool et on va suivre son chemin intérieur avec de multiples aventures. C'est dingue, il faut lire l'Incal, hein. De toute façon Moebius c'est exceptionnel en termes de dessin, en termes de découpage, et le scénario mystique et le chemin du héros à la Jodorowsky, c'est vraiment savoureux. Donc ouais, vraiment l'Incal, très très grande recommandation. Là, un mot quand même sur la médiathèque. Il y a beaucoup de séries qui sont trop bien, que j'ai lu plus jeune. Là j'observe qu'il y a L'Épervier, c'est vraiment une grande série. Là il y a les Chroniques de la Lune Noire notamment, qui est une des premières grandes séries de fantasy françaises. Non, j'observe qu'il y a plein de choses que moi j'ai lu plus jeune. Il y a un petit fond manga que je trouve aussi hyper chouette avec pareil, hein, autre chef-d'œuvre intemporel, Nausicaa d'Hayao Miyazaki. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter le Walt Disney japonais peut-être, mais Nausicaa c'est son manga qu'il avait fait sur 8 ans je crois, et c'est une série assez dingue, c'est une série écologiste, il y a eu une adaptation, il y a eu le film Nausicaa, mais par contre pareil, je pense que Final Fantasy pour les joueurs c'est beaucoup inspiré de Nausicaa, c'est incroyable, c'est épique, il y a des séquences, il y a un souffle qui est totalement dingue, et ce qui est marrant c'est qu'on voit qu'en fait que Miyazaki il est aussi génial en manga qu'en animation, et vraiment ouais, moi je recommande Nausicaa, c'est clairement intemporel et c'est hyper impressionnant, et puis il y a un souffle, donc ça c'est pas toujours évident de trouver des souffles dans des récits. Là il y a une petite partie comics qui est très chouette, pareil je l'ai regardé tout à l'heure vite fait en arrivant, et bon il y avait évidemment The Walking Dead, mais il y a vraiment des nouveautés pas mal. Layla Starr c'est très chouette, Sandman c'est aussi assez fort, Transmétropolitan c'est un classique, et puis je vois qu'il y a aussi Maus, pareil, voilà, totalement dingue, c'est donc je pense le seul roman graphique qui a eu un prix Pulitzer et qui parle de la Shoah. Dans Maus de Art Spiegelman, les Juifs sont représentés comme des souris, les nazis comme des chats, les Français comme des grenouilles et les Américains comme des chiens. Et donc c'est un récit autobiographique où Art Spiegelman raconte l'expérience de son père dans les camps de la mort à Auschwitz. Et il y a tout un parallèle hyper intéressant sur le fait que Art Spiegelman a un rapport compliqué avec son père, le père d'Art Spiegelman qui est un survivant, une personnalité horrible. Et ce qui est assez dingue, c'est vraiment le parallèle entre le récit du père qui est terrifiant, hein, puisqu'il survit à Auschwitz, et le père plus tard en tant qu'homme qui survit à Auschwitz, qui est quelqu'un d'assez monstrueux. Et c'est vraiment c'est un immense roman graphique, je le mets dans le top du top. Je recommande Maus, c'est un récit qui laisse vraiment pas indifférent. Et je crois qu'on va pouvoir continuer la visite. Alors autant j'avais fait un tour en bas, donc je savais à peu près où étaient les espaces. Là c'est la première fois que je découvre l'espace jeunesse. Alors c'est trop bien parce que moi ma première mission quand j'étais bibliothécaire, enfin médiathécaire, c'était vraiment m'occuper de la jeunesse. Et je suis rassuré, là je vois plus de mangas qu'il y en avait en bas. Alors on va s'arrêter ici. Bon, je sais pas si j'ai besoin de présenter Stephen King, considéré comme le maître de l'horreur, je pense pas. D'ailleurs, je me rends compte, hein, depuis tout à l'heure, je présente quasiment que des classiques. Voilà. Marche ou crève, moi, c'est le premier roman que j'ai découvert de Stephen King. C'est un roman qui date de 1979. À ce moment-là, il écrit sous le pseudonyme Richard Bachman. Et il y a un concept de dingue, moi, qui m'a tout de suite séduit. Je devais avoir 10 ans quand j'ai lu Marche ou crève. Donc, c'est un marathon où une centaine de jeunes se lancent dans un marathon à travers les États-Unis. Les jeunes doivent courir, je crois, à une vitesse qui est de 6 km/h. Et s'ils descendent, il y a 3 avertissements. Et au bout du 3e avertissement, c'est une balle dans la tête. Voilà, c'était un pitch que je trouvais totalement fou. Et donc on va suivre une course avec le numéro 47. D'ailleurs, j'ai pas forcément, c'est marrant, je me rappelle du numéro, je crois, mais je me rappelle pas forcément du nom du héros, Garati. Voilà, et c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué. Et pareil, ça fait partie un peu de mes chouchous de Stephen King avec le roman Ça, qui est aussi un autre chef-d'œuvre du genre et du maître de l'horreur. Mais ouais, lisez Stephen King, typiquement Le Fléau, hein, pareil, les 500 premières pages du Fléau qui racontent la chute de l'humanité, vraiment c'est un modèle du genre. Bon, c'est pas très réjouissant, mais
quand on aime le genre, c'est hyper sympa. C'est vraiment cosy ici, hein. C'est très chouette. Alors, ça tombe bien, il y a deux classiques de la SF. Dune, bon, je pourrais en parler des heures, donc je vais faire une brève introduction. Dune, c'est un roman de Frank Herbert, c'est considéré comme un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps. C'est prépublié entre 1963 et 1964, avant de sortir en 65. C'est un roman qui va truster tous les prix de l'époque, qui va donner à beaucoup de créatifs envie d'adapter ce roman. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Alejandro Jodorowsky, Moebius, David Lynch. Il y a eu un film, et puis plus récemment Denis Villeneuve. C'est un des premiers romans de science-fiction qui utilisait des termes comme écologie, écosystème. Dune raconte la geste de Paul Atreides qui se retrouve sur la planète Arrakis. Il va devoir survivre puisque sa famille a été annihilée, et il va s'allier avec des Fremen qui respectent leur planète et où chaque goutte d'eau, chaque goutte de sueur ou de transpiration est importante. C'est un roman qui est dingue, c'est un roman monde, hein, peut-être un des plus grands romans de la science-fiction. Et bon, c'est un livre qui pour moi est hyper important puisque j'ai dirigé un ouvrage qui s'appelle Tout sur Dune, qui est l'ouvrage référence en France sur Dune. J'ai réuni 100 personnes dans un bouquin de 300 pages pour analyser tous les aspects de Dune. C'est un livre qui est coédité par La Talente et les éditions Léa. On avait fait un crowdfunding, on avait levé 100 000 € pour faire ce bouquin-là, et on en a vendu à peu près 23 000 exemplaires, ce qui est un record dans le côté beau livre. Il y avait des illustrations à toutes les images. On était partenaire avec la Warner et on a eu à l'intérieur Alejandro Jodorowsky, Rafaela de Laurentiis qui était la productrice du film de Lynch, et surtout Denis Villeneuve qui nous avait donné sa première interview internationale. Donc moi j'ai percé grâce à Dune, donc évidemment il y a quand même un truc avec ce roman-là qui reste mon roman un peu fétiche. Et il y a un autre classique de la science-fiction, La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Alors on peut dire Ursula Le Guin, Ursula K. Le Guin. Ça fait partie, pareil, d'un des plus grands romans de SF. Quand le livre sort, je crois que c'est en 69, c'est ça, il truste aussi les prix. On considère que c'est aussi un autre immense roman de science-fiction. La main gauche de la nuit, c'est assez... C'est un roman moi, que je trouve assez dingue, puisque donc ça appartient à un cycle qui s'appelle le cycle de 1, et à chaque fois, chaque roman est dans une planète différente. Et donc on arrive sur une planète glacée, donc on est totalement... Dune c'était la planète désertique, là on est sur la planète glacée, et du coup on va suivre les aventures d'un explorateur qui appartient à une confédération galactique qui arrive sur la planète Jetan et qui va essayer de voir si cette planète peut s'intégrer à un espèce de consortium galactique. Des androgynes dans ce roman-là, il y a des personnages qui peuvent changer de sexe, enfin, c'est vraiment un roman très impressionnant avec une séquence, toute une séquence dans la glace qui est dingue. Ouais, c'est un grand roman de science-fiction. Ursula Le Guin, c'est considéré comme la plus grande autrice de science-fiction. Il faut savoir que les autrices de SF, ça a été longtemps compliqué, même si Mary Shelley fait partie avec Frankenstein des premières grandes écrivaines. Grâce à Ursula Le Guin, les femmes ont vraiment passé un espèce de palier, je pense, en science-fiction. Et depuis, on vit un âge d'or de la SF au féminin. Depuis 20 ans, c'est vraiment les femmes qui trustent les prix de SF et qui produisent vraiment une science-fiction qui est totalement différente. Mais Ursula Le Guin a vraiment été une des premières à s'imposer comme étant une des plus grandes autrices de tous les temps de SF. Donc si vous souhaitez lire aussi de la SF de qualité, vraiment n'hésitez pas à aller lire La main gauche de la nuit. Alors là, pareil, bon bah ça c'est le coup de cœur. Donc tout à l'heure j'ai présenté Légende, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la fantasy. Et en fait, moi c'est Les Guerriers du Silence qui m'a fait rentrer dans la science-fiction, écrit par Pierre Bordage, un des plus grands auteurs de science-fiction française. C'est lui qui domine les années 90. Pierre a écrit en fait la première série de science-fiction française. En gros, il faut savoir qu'avant 1993, il n'y avait jamais eu de série en science-fiction. Ce qui est dingue, quand on y repense. Fondation, ça date des années 40, je crois. Et les Américains avaient déjà des séries. Dès les années, grâce au Pulp et compagnie, avaient déjà des séries dès les années 30. Nous, il a fallu attendre les années 90 en France pour avoir des premières séries de science-fiction. Les Guerriers du Silence, c'est un space opéra mythique, incroyable, que je ne vais pas vous résumer. C'est génial. Pierre est pour moi vraiment l'auteur qui a le meilleur style littéraire. C'est un grand romancier. C'est vraiment des récits à la Dumas. C'est violent, c'est prenant, ça fait rêver, vraiment, moi j'adore. C'est grâce à Pierre Bordage que je connais et qui est devenu un ami, qui m'a fait rentrer dans la SF. Et je recommande tout le temps Les Guerriers du Silence, qui est pour moi un immense roman.
Je regarde autour, puisqu'on est dans la partie biographique et récit autobiographique. Voilà, le fan de BD me permet de faire une petite pause sur Hergé, fils de Tintin de Benoît Peters, grande biographie sur Hergé, donc le créateur de la bande dessinée franco-belge. Et Benoît Peters, c'est un type assez impressionnant qui a notamment scénarisé Les Cités Obscures dessinées par Françoise Keuten et qui est le grand spécialiste de Tintin, vraiment un régal, cette bio. Et ben on continue. Je crois qu'on est dans l'espace de lecture. Je vais avouer que pareil, hein, je pense que vous avez le temps de regarder peut-être autour de moi les décors et tout. Et ça donne super envie de se poser là et de lire de la bande dessinée ou de lire des romans tranquillement ici. Bah ça tombe bien, on va finir le petit tour par de la bande dessinée. Alors, bon bah c'est le moment un peu autopromotion hein, de la fin de la vidéo. Premièrement, donc moi je suis rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. Métal Hurlant fête ses 50 ans en décembre finalement. Donc Métal Hurlant, c'est un magazine culte qui a été cofondé par Jean-Pierre Dionnet, Moebius et Philippe Druyet. C'est un magazine de science-fiction hyper important. Ça a créé une vraie contre-culture. À l'époque, on n'avait jamais vu ça, tellement jamais vu ça que les Américains ont décidé d'acheter la marque. Et ils l'ont américanisé, ça s'appelle Heavy Metal. Il y a même eu un film dans les années 80. Et donc le principe de Métal Hurlant, c'est des histoires courtes de science-fiction, de fantasy, de polar. Le magazine a été repris il y a, je crois, 3 ans, en 2021. Et donc moi, on m'a demandé d'être rédacteur en chef adjoint il y a maintenant 1 an et demi. Donc ma mission à moi, c'est de m'occuper de tout ce qui est rédactionnel. Donc les interviews, les portraits, les recommandations, je fais écrire des journalistes dedans. Et là, dans le numéro Vengeance qui vient de sortir, bah, on a invité Xavier Dolan à venir parler de la vengeance. On a invité Gaspard Noé à revenir sur Irréversible. Et puis surtout, on a invité James Ellroy, le maître du polar, un auteur que j'adore, venir parler de son travail. Donc le principe, c'est d'avoir plein d'histoires courtes, très différentes, avec des styles graphiques différents. On travaille avec des dessinateurs de BD du monde entier. Et puis en parallèle, il y a aussi des histoires, des articles, des portraits, des interviews. Enfin bref, on est un trimestriel qui essayons de proposer vraiment des choses intéressantes sur des thématiques. Donc là, c'était la vengeance. On a fait un spécial Lovecraft, c'était le numéro précédent. Donc on essaye de diversifier les choses. Et puis enfin, bah, moi j'ai publié cette année Vertigéo. Donc c'est mon premier essai dans la bande dessinée franco-belge en tant que scénariste. À la base, c'est une nouvelle d'Emmanuel Delporte que j'avais découverte dans le recueil de nouvelles Demain le travail aux éditions de La Volte. Et donc je me suis allié avec Amaury Bonnegan, qui est un super dessinateur qui a déjà fait 2 albums chez Casterman, là c'était son 3e. C'est une bande dessinée qui rend vraiment hommage à la BD des années 80 de science-fiction. Si vous avez un peu noté, tout ce que je vous ai présenté, c'est un peu des choses old school, à part peut-être The Walking Dead, mais sinon tout ce que je vous ai montré, c'est plutôt les années 60, 70 et 80. Donc ouais, je suis très marqué par cette époque-là. Vertigéo, c'est l'histoire d'une tour géante. L'humanité est dans une tour géante où des ouvriers créent des étages à l'infini et un petit groupe d'ouvriers va se rendre compte que tout ça n'est peut-être pas vrai et donc commence l'aventure. C'est une BD qui a plutôt bien fonctionné. On est hyper content avec Amaury, c'était vraiment un premier essai, donc la BD est pas parfaite, je vais pas vous le cacher, hein, quand je la relis, je vois que j'aurais peut-être pu avoir plus de pages pour affiner certaines choses, affiner les personnages, mais par contre c'est un récit efficace, une série B. On n'a vraiment pas voulu mentir aux lecteurs. On propose un début, milieu, fin. Ça a plutôt bien fonctionné, on s'approche des 10 000 exemplaires vendus, donc ce qui est aussi super parce que c'est tellement compliqué le marché de la bande dessinée qu'on est évidemment très heureux d'avoir réussi à trouver un public. Et peut-être, mais je dis bien peut-être, on est en train de réfléchir à pourquoi pas faire un autre album dans cet univers que Emmanuel Delporte a imaginé et qui s'appelle Vertigéo. Voilà, donc n'hésitez pas à le découvrir en médiathèque, je crois qu'il est dans le réseau, donc vous pourrez découvrir Vertigéo sans problème, ou alors vous allez évidemment en librairie dans un SPBD ou chez votre libraire pour le commander. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de mes coups de cœur dans une sublime médiathèque qui est celle de Jacques Prévert à Clé-sous-Bois, et j'espère bien revenir pour faire d'autres animations soit dans cette médiathèque, soit sur
le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. On se retrouve soit sur le podcast C'est plus que de la SF, c'est toutes les semaines. J'interviewe soit un artiste, un réalisateur, un scénariste, un auteur. Il y a des auteurs américains qui viennent aussi sur le podcast. Donc n'hésitez pas, c'est toutes les semaines. Ou alors on peut aussi se retrouver en trimestriel chez Métal Hurlant. Voilà, c'était Loïc Cherry, à bientôt.